Ok, ça fait quoi? Ça fait plus d'un an que j'ai pas posté de nouvelles vidéos. Et puis les gens, voilà, ont continué à souscrire à la chaîne, donc voilà, ça m'a donné une motivation supplémentaire de revenir. Continuer là où je m'étais arrêté avec le dernier cours. Donc dans ce cours, vous remarquerez qu'entre temps, on est passé à Houdini 16. Voilà, je vais aussi essayer de faire une vidéo couvrant les nouvelles fonctionnalités de Houdini 16, mais pour le moment, pour cette vidéo, moi, je crois pas que je vais toucher à quelque chose de nouveau. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de particules. En général, quand on va entendre parler de Houdini, ça va être en termes de particules. Houdini ayant disons qu'Houdini a des créateurs, ou bien des toolsets, des outils de création de particules très avancés, ce qui est très vrai, très vrai même, parce que non seulement ce sont des particules, mais c'est que contrairement à d'autres systèmes, on peut utiliser ces particules dans différents contextes, c'est-à-dire les faire balader vos particules entre les DA et les DOPS, par exemple, les SOPS, pour pouvoir aller au-delà du simple fait d'avoir des particules, c'est-à-dire des points qui se déplacent dans l'espace, mais de pouvoir faire d'autres choses avec, comme par exemple affecter des simulations de liquide, par exemple, c'est les mêmes outils de particules, pouvoir affecter des objets rigides. Je vais essayer de couvrir ce de quoi je parle dans cette vidéo. Donc, Houdini, pour ceux qui prennent ce cours, il est important, je recommande d'ailleurs, de prendre, de regarder d'autres cours précédents, celui-ci, sur cette chaîne, parce que je ne vais pas, ou bien je considérerais que voilà, vous connaissez déjà certaines choses. En fait, je prenais juste une note. Donc, dans Houdini, comme on sait, des particules existent en général dans des contextes. Donc, pour pouvoir créer des particules dans Houdini, soit vous êtes dans le contexte des DOPS, hein, et c'est nouveau depuis Houdini 14, des DOPS, c'est-à-dire je vais déposer un DOP network ici, par exemple, pour créer une particule. Soit vous êtes ici dans les DOPS, ou bien vous êtes ici dans le contexte géométrique ou dans les SOPs. Et étant dans les SOPs, donc, il y a trois moyens principaux. En tapant sur tabulation du clavier, c'est comme ça qu'on fait apparaître ce menu qui contient, voilà, dépendant du contexte dans lequel on est, ça c'est pour ceux qui ne sont pas encore familiers, vous allez avoir des opérateurs relatifs au contexte dans lequel vous êtes. Donc si je suis par exemple, je peux rentrer ici, je fais un Chop Network par exemple. Si j'entre là-dedans, vous allez voir, j'ai une autre liste d'opérateurs ici, correspondant au contexte dans lequel je suis. Donc, étant dans le contexte des SOPs, donc on peut créer des particules, comme je disais, de trois façons différentes. Le premier, c'est si je tape particule, par exemple, on va avoir ça. Ça, c'est un moyen de créer des particules. Ça, c'est un opérateur. Et ce n'est pas du tout un SOP network ou un sous-domaine. Qu'est-ce que je veux dire? Si je fais ensuite pop, j'ai ici un pop network. Je fais un pop, et ici j'ai un pop network old, comme ils l'ont appelé, ou bien comme vous voyez le nom ici. Ça, c'est c'était l'ancienne façon de créer les particules dans Houdini, avant la version, je sais pas, 14 peut-être, Houdini 14, si je me trompe, ou 13, où cette nouvelle méthode a été introduite, qui est beaucoup plus puissante, et c'est sur elle que nous atteindrons, puisque c'est en ce moment la méthode la plus utile. Donc, pour que les particules soient avec ça, je vais maintenant, en ce qui concerne mon espace de travail, je l'ai légèrement modifié. J'ai créé disons un desktop. Un desktop, c'est un espace de travail ou un workspace
D'autres logiciels appellent Workspace, on l'appelle encore, oui, Workspace ou Desktop. Par défaut, c'est celui-ci, Build. Je crois que si vous, c'est probablement dans celui-ci que vous vous trouvez. Donc moi j'ai mon préféré qui est celui-là. Maintenant qu'on est là, je vais essayer je vais cacher certains de ces éléments d'interface pour gagner un peu de place, puisque je filme en 720p. Donc voilà, donc j'ai particules ici qui me donnent accès à un certain nombre d'outils ici, par exemple d'options, qui peuvent être utiles. Hein, c'est-à-dire que le fait qu'ils soient là, c'est parce que il y a certaines versions de Houdini qui ne contiennent pas en temps normal. Aujourd'hui, par exemple, Houdini, la version de base, je crois, ne contient pas les dynamiques. Donc, ça fait partie de peut-être rares moyens de créer les particules ici. Et puis, voilà, peut-être celui-là, je suis pas trop sûr, mais celui-là existe pour ceux qui n'ont pas les versions de Houdini qui leur permettent de créer des particules. Et puis voilà, dépendant aussi franchement de ce qu'on a envie de faire, je peux par exemple supprimer ça et je crée une grid que je connecte à ça et que je mets dans mon espace là, la grille. Et puis voilà, si je viens maintenant là dans particules, je peux soit décider de créer un système de particules ici ou bien modifier la géométrie source. C'est deux comportements distincts. Et puis à partir de là, je peux faire créer une simulation. Bon, je vais essayer de mettre une force peut-être une force de turbulence peut-être de 2. Périodicité, et puis peut-être inventer de 10 là. Ce qu'on va obtenir. Voilà, on voit un peu, on obtient quelque chose comme ça. Turbulence, je mets 30, c'est clair que ça va sûrement être énorme, mais on a quelque chose comme ça. Maintenant, dépendant franchement de ce qu'on fait, cela peut être plus ou moins utile, mais à vrai dire, moi, personnellement, j'ai jamais utilisé celui-là. Parce qu'il y a d'autres moyens d'obtenir ces mêmes résultats et avec un peu plus de contrôle. Et puis, voilà, il y a d'autres options là. Et comme je dis, que ce soit moi, personnellement, ou bien toutes les autres personnes que j'ai vu travailler, j'en ai vu personne utiliser ça. Et comme je disais donc, avant Houdini 13 ou 14, le PopNet Odyssey, c'était le moyen de créer les particules dans Houdini. Et on connectait bien sûr l'émetteur ici. Et ça, c'est un PopNet, donc on pouvait rentrer dans le PopNet. Et à partir de ce moment-là, par exemple, on créait une source. Je crée une source, par exemple. Et puis, je vais définir que ma source soit le first context geometry, ou bien la géométrie que j'ai connectée à la première entrée. Je peux également faire ça, bien ça. Si je mets là, par exemple, je dirais third context, par exemple. Ça, c'est pour comprendre ça. Et puis, le type d'émission, soit sur les points, soit sur les primitifs, soit sur les edges, etc. Donc, voilà, on crée des particules. Pourquoi est-ce que je ne vois pas les particules? L'essence, oui, activation, descendre, 1000, oui, je suis censé avoir les particules. Third context. J'y suis bien. Oh, pardon. Oui, je suis censé avoir third context, je suis censé avoir des particules émises sur des points en ordre.
par activation constante. Je suis à 0, ça et ça. Je dois avoir tout ce qu'il faut pour créer des points. On va essayer d'ajouter une force là. Je sais pas ce qui se passe. Direction négative 1. Voilà. Donc, je croyais que le point était là, mais c'est... Voilà, donc on voit les points qu'on crée. Je vais cacher la grille et puis la force qui, bien sûr, la fait descendre. Et là, nous sommes en train de créer des points en ordre par point. Donc, ce que ça veut dire, c'est que voilà, ça va commencer par le premier point. Si je vais sur... voilà. Si je vais là, il va commencer par le tout premier. Si je mets le nom, il va commencer par le premier. Voilà. Par ordre, il va commencer à naître par le 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, dans cet ordre-là, ce qui va nous donner voilà, quelque chose comme ça, où ça va commencer loin là-bas, et puis ça va suivre un certain ordre, de cette façon. Voilà. Et puis, on a accès à un certain nombre de paramètres ici. Voilà. De toute façon, nous sommes dans un cours introductif, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Nous allons voir des exemples dans les cours à venir, beaucoup plus pratiques. Mais pour le moment, voilà, c'est juste une introduction et une présentation de comment ça se passerait éventuellement. Maintenant, le troisième, qui est le plus robuste, le plus puissant, c'est celui-ci, pour plusieurs raisons. Comme j'évoquais tout à l'heure, on va créer. Le DOM Access c'est un DOM Network qui est la même chose que le DOM Network qu'on crée ici. Là. Je vais supprimer celui-là. Et puis je vais utiliser celui-là. Voilà, donc je ne vois que par défaut. Nous avons déjà un certain nombre de... si nous voulons que le crayon le PopNet à partir d'ici, automatiquement nous allons avoir un certain nombre d'opérateurs déjà installés pour nous, contrairement à si on le créait ici, et dans ce cas, c'est juste ça, parce que ça c'est considéré davantage comme un contexte dynamique général. Donc, on ne met pas de, ou bien Houdini ne met pas d'opérateur par défaut là-dedans. Mais quand on le fait là, voilà, la supposition, c'est clair, c'est que c'est un PopNet et du coup, on a un certain nombre d'opérateurs qui sont déjà là gratuitement pour nous. Et comme on peut remarquer, on a une source, on a un merge qui n'est pas obligatoire, et puis on a l'objet lui-même ici, et puis on a le solver et puis on a l'output. Il faut un minimum de ces trois-là pour que le PopNet dans le contexte dynamique soit créé. Et puis nous avons les particules qui se créent. Et bien évidemment, si on veut faire tomber, on va ajouter une gravity force. Et puis voilà. Et il y a beaucoup d'avantages à créer des pops de cette façon. Tout de suite là, comme ça, à l'esprit, déjà, l'avantage, c'est que l'objet, les particules qu'on crée ici, sont compatibles avec tous les, sont dans un même espace de simulation que tous les autres objets dynamiques qui existeraient dans ce contexte-ci. Par exemple, si je crée un RBD object, par exemple, si je crée un RBD object, par exemple, et puis j'utilise voilà l'objet géométrique par défaut. Je fais un merge. Je vais connecter ça. Connecte ça à ça et à ça. Voilà. Ici, je fais ça. RBD solver. Je mets ça par exemple.
Voilà. Maintenant, l'avantage dans cette façon de créer, c'est que ces particules vont interagir avec tous les autres objets dynamiques dans notre scène. Si par exemple je déplace ça, que je soulève un tout petit peu, voilà, je vais en mettre la grille juste, et puis voilà, je rentre là-dedans, je crée un ground plane par exemple, que je vais merge avec ça. Voilà, si je fais ça par exemple, mon ground plane, je vais faire descendre, voilà, un petit peu, jusque là. Voilà, ici nous avons un contexte dynamique unifié qui comprend des RGB objects, des static objects et puis nos particules qui tous interagissent ensemble. J'ai pas... Oui. Je vais mettre un solver, un static solver. Je vais mettre un static solver ici. Là, pas du static object, non, du static solver. Voilà. Ici. Et par défaut, pourquoi il n'y a pas de collision tout à l'heure, c'est pas vraiment à cause du static solver, mais c'est surtout que cette relation définit par défaut que les objets qui sont à gauche vont affecter les objets qui sont à droite. Donc si je mets là un mutuel, chacun va affecter chacun. Et puis on a des particules, je vais appuyer sur N pour mettre le nom dans tout ça. Voilà, donc on va voir, on a la boule qui devient complètement folle, je vais mettre un rigid body plutôt, je suis là, je crois pas qu'il va s'affoler comme ça. Voilà. Donc, nous voyons donc à cause de cette relation, les particules qui affectent le rigid body object, qui est ensuite affecté par le ground plane. C'est ça en fait qui est le premier avantage. Le deuxième, c'est que ce contexte est, on va dire, on dit en anglais threaded, c'est-à-dire que contrairement à l'ancien contexte de particules où vous aurez beau avoir des millions de particules qui n'allaient s'exécuter que sur un seul thread de votre processeur. Ici, c'est hyper-threaded ou c'est multi-threaded. Donc, tous les cœurs de votre processeur sont mis en jeu, sont utilisés quand vous faites des simulations de particules dans ce contexte-ci. Et un autre avantage, comme je disais, c'est que ces outils de particules, en fait, affectent non seulement les objets rigides, mais aussi même les liquides. C'est-à-dire, si je crée par exemple, je vais faire Rapidos, si je crée par exemple, je définis mon... Voilà. Si je crée par exemple une liquide, not ocean, yeah. Now, just fais ça, et puis je vais transformer ça en liquide. Ça, voilà, que je puisse avoir accès à particle fluids. Particle fluid objects, voilà. Si je crée par exemple un liquide en utilisant cet objet-là, stop. Il ne l'a pas mis au bon endroit. Ouais, j'étais ici, j'étais là.
Ok, je vais tout déplacer pour mettre là-dedans. C'est pas subject. No. Yeah, I'm supposed to put it here. Où sont mes particules? Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça. On voit par exemple que j'ai un liquide ici dans un domaine et si je fais une simulation, voilà, j'ai mon liquide par exemple qui se verse sur le sol. Maintenant, dans d'autres logiciels de 3D, ça c'est dans d'autres excusez-moi, je suis un peu distrait. Dans notre logiciel de 3D, nous avons des liquides à part qui, voilà, qui en général font des simulations complètement séparées. Et puis voilà, il y a pas moyen en fait de créer ce type d'interaction que je vais démontrer ici. Par exemple, je peux prendre par exemple ça c'est un liquide par exemple, mais je peux prendre un pop, je prends un pop force par exemple, je peux prendre n'importe quel opérateur de particules, comme le pop force par exemple, et puis je le connecte à mon flip solver par exemple. Ça c'est un solver de liquide, mais parce que les outils de particules existent dans le même environnement que les autres objets, on peut utiliser donc les outils de pop pour affecter par exemple ces liquides. Donc je vais par exemple créer une force, on va dire de peut-être 20 sur plus Y, et nous allons voir que bien que ça ce soit un liquide, les forces de pop opèrent dessus. Donc ça c'est pour moi le plus grand avantage même parce que les particules existent dans ce contexte, c'est que voilà, je peux utiliser les outils de pop pour affecter d'autres simulations. Et on peut ajouter d'autres. On peut ajouter un pop, voilà quoi, un pop. Je peux ajouter aussi un pop. C'est un pop green que j'ai mis tout à l'heure. Ça c'est un pop pour. Et après, on peut les combiner, rien n'empêche qu'on combine. Voilà. Mais pour le moment, je vais désactiver celui-là. Je vais ajouter un wheel, par exemple, qui va dans, je sais pas, voilà, avec un soin et tout ça. Ce qui fait que, voilà, j'ai un liquide, mais qui va se comporter comme une particule. Et maintenant, bien sûr, en méchant ça, c'est-à-dire que excusez-moi, en transformant ça en mesh, instant, creation, OS, initial data, voilà, si je viens là, fluid, je cache ça, voilà. Si je viens par exemple ici, là où on transforme les particules en mesh, je vais avoir un liquide, tout à fait liquide, mais qui, à cause des forces qui agissent dessus, vont se comporter un peu de cette façon. Donc, on va imaginer une sorte de, voilà, imaginer un film où un liquide se comporte comme un objet vivant et qui se comporte, voilà, de la sorte. Donc, ça, c'est le troisième avantage. Bien sûr, il y a d'autres. Je crois que je vais m'arrêter là pour le moment. Bien sûr, si vous avez d'autres questions, vous les poserez. Je suis déjà à plus de 24 minutes. J'espère voilà, que ça a été instructif et à nous revoir dans le prochain cours. Bye.